Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes des étudiants du Master 2 CIS à l'Université Lyon 2. Dans le cadre de nos études, nous devons présenter un logiciel de data science. Donc notre choix s'est porté sur DSS qui est édité chez DataIQ. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce logiciel-là est développé prioritairement pour l'environnement Linux et macOS. Si vous souhaitez donc l'utiliser dans un environnement Microsoft, il va falloir installer un logiciel de virtualisation comme VMware Workstation ou VirtualBox. Donc l'objectif de ce tuto, c'est de vous montrer comment traiter un jeu de données via ce logiciel en le nettoyant et le rendant exploitable, tout en passant par la suite sur les méthodes de statistiques comme les prédictions ou les classifications. Donc pour commencer, on va faire un petit exercice qui consiste à traiter et analyser un jeu de données. Donc pour ça, je vais me loguer sur le logiciel. Donc comme vous pouvez le voir, moi je suis dans un environnement Windows, donc c'est pour ça que j'ai une machine virtuelle. Alors ce qui est important dans la machine virtuelle, c'est cette adresse IP, parce que c'est ce qu'on doit retransmettre sur un navigateur web pour s'y connecter. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que DSS ne fonctionne uniquement que sur Google Chrome et Firefox. Donc voilà. Et je tape mon adresse donc avec ce port là qui est super important, donc 10 000. Et puis j'atterris donc sur cette page. Donc moi j'ai la version payante, donc elle va ressembler à peu près à ça, sauf que vous n'aurez pas les 12 days left. Donc pour rentrer dans le logiciel, il faut comme identifiant donc admin, donc mot de passe admin en minuscule pareil, et vous tapez donc sur login. Voilà, donc ça c'est l'interface en fait en gros de base. Donc là vous pouvez apercevoir ces différents projets que moi j'ai pu en fait réaliser. Donc dans notre cas, on va créer un nouveau projet qu'on va appeler conso sucre 2. J'appuie sur le bouton create et là je suis dans mon projet. Donc la première chose à faire dans le projet, c'est d'importer le jeu de données. Donc on peut apporter un jeu de données de différentes sources, comme des bases de données ou même en fait en gros une partie cloud. Donc nous, on va importer un fichier, donc je clique sur upload, et puis là, je récupère mon fichier qui est un CSV. Je clique ensuite sur create, et voilà. Donc là, j'ai une visualisation en fait en gros de mon jeu de données, comme on peut le voir. Donc il y a pas mal d'erreurs et pas mal de données manquantes. La première chose à faire, donc c'est de cliquer sur le bouton lab pour pouvoir traiter le jeu de données. Donc j'appuie ensuite sur New dans Visual Analysis, et puis là je laisse le nom par défaut et j'appuie sur Create. Donc moi ce que je vais commencer à faire tout simplement, c'est que ici j'ai une variable qui s'appelle NA, elle ne me plaît pas du tout, parce que je m'aperçois en fait en gros que c'est des pays donc en dessous. Donc je clique sur le petit menu déroulant à côté, rename, je supprime ici NA et je mets pays et j'appuie sur OK. Et là, donc ma variable est renommée. Ensuite, donc moi ce qui m'intéresse dans mon étude, c'est de travailler sur les années 2000. Donc pour ça, je vais supprimer toutes les variables dont j'ai pas l'utilité. Donc pour ça, je passe en Columns View. Donc je sélectionne toutes mes variables et puis je décoche celles que je veux conserver. Donc à savoir pays et donc de 2000 à 2004. Ensuite, je clique sur Action, Delete. Et là, donc on s'aperçoit qu'il reste que les années 2000 et les pays. Donc je retourne sur Table View et là je vais attaquer donc le nettoyage donc des valeurs. Donc pour ça, je sélectionne une variable au hasard, je clique sur le petit menu déroulant, je fais un filter pour donc être sûr en fait ce qui le dérange, c'est les variables manquantes, du moins les valeurs manquantes. Donc j'appuie donc ici sur non OK qui représente donc 37% donc d'erreur. Donc il m'indique bien ce qui le dérange en fait en gros, donc c'est le NA, étant donné que lui il attend en fait donc des valeurs décimales. Donc je clique à côté pour sortir du menu et puis je relance donc mon petit menu
et je lui indique en fait en gros de me les supprimer. Donc remove invalid rows for meaning decimal. Et là, une fois que j'ai cliqué donc sur cette action, on s'aperçoit qu'il a tout simplement rayé donc toutes les valeurs manquantes. Donc je décoche le filtre pour avoir donc une vision globale de mon jeu de données. Ensuite, sur les pays, je m'aperçois qu'il reste toujours une petite erreur. Donc je fais strictement la même opération. Donc je filtre. Je vois qu'il y a 16% d'erreur. Donc je clique sur non OK. Et là, on s'aperçoit en fait en gros qu'il n'aime pas donc les pays où il y a un point. Parce que lui, il attend une valeur d'un pays donc 100 points, donc un pays, le nom du pays directement. Donc pour résoudre le problème, je clique en fait donc sur la valeur de la variable. Et là, on voit en fait par défaut qu'en gras, en fait, il m'a proposé texte pour résoudre le problème. Donc je clique sur texte. Et là, je n'ai plus aucun souci. Donc mon jeu de données étant nettoyé, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais donc déployer donc le script qu'on peut voir sur le côté, hein, donc les différentes actions que j'ai pu mener auparavant. Donc pour ça, il y a un petit bouton donc deploy script. Je clique dessus, donc je laisse le nom par défaut. J'appuie sur deploy. Et là, donc il a réalisé donc les différentes tâches qui lui ont été demandées. Pour donc finaliser donc l'action, j'ai besoin donc d'exécuter maintenant donc le script. Et là, on voit donc que mon jeu donc, a démarré et qu'il s'est fini très rapidement. Donc si je vais donc dans mon menu Workflow, je m'aperçois que j'ai mon jeu de départ donc qui s'appelle Sugar Consumption. J'ai l'action en fait en gros de nettoyage et en sortie donc j'ai un nouveau jeu de données qui s'appelle Sugar Consumption Prepared. Donc maintenant notre jeu de données donc, nettoyé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc, tout simplement réaliser des graphiques pour avoir donc, une analyse assez descriptive. Donc pour ça, donc je relance encore une fois donc Lab, donc New, je laisse le nom par défaut et j'appuie sur Create. Donc le menu graphique se trouve ici, donc c'est tout ce qui est donc, chart. Alors, donc moi, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais créer un histogramme en fait pour voir la consommation des sucres donc des différents pays et faire un tri par ordre décroissant. Donc pour ça, donc sur l'axe des abscisses, donc je mets les pays. Je veux faire une analyse sur l'année 2000, donc je prends donc ma variable et je la mets sur l'axe des ordonnées. Donc là, on voit qu'il lui donc, a travaillé et il me sert un graphique. Donc ce graphique est trié par ordre alphabétique. Moi, j'ai besoin de voir les 10 premiers pays consommateurs de sucre. Donc pour ça, je vais sous pays. Je modifie ma valeur donc, en descending et puis je réduis mon jeu de données, du moins ma première valeur. Donc, soit je laisse en fait en gros donc le groupe extra values in others, ça signifie qu'il va tout simplement regrouper en fait donc le reste des pays en une seule barre où je peux le supprimer. Donc moi je vais le supprimer parce que ça m'intéresse pas. Hop, je clique dessus et donc là on s'aperçoit que donc les États-Unis donc sont le premier pays consommateur de sucre en moyenne, donc durant les années 2000. Donc maintenant, ce qui est intéressant pour nous, c'est de faire une comparaison donc avec l'année 2004. Donc même chose, je prends ma variable, je la mets en ordonnée, et là donc je m'aperçois qu'il y a une comparaison entre les années donc 2000 en bleu foncé et les années 2004, l'année 2004 pardon, en bleu clair. Donc ce qu'il en ressort, c'est quoi? C'est que tous les pays ont à peu près donc la même consommation de sucre, sauf Cuba qui donc a bien réduit la consommation de sucre, passant donc d'une valeur de 178 grammes de consommation par jour et par personne à une consommation donc de 117 grammes, pareil, donc par jour et par personne. Donc ce qui est intéressant maintenant de voir, c'est qu'on va créer un nuage de points avec donc ces différentes valeurs. Donc pour ça, donc je vais sur le menu donc graphique, je choisis donc scatterplot et je fais donc la même chose. Donc ce que je vais faire, c'est que sur l'axe des ordonnées, je vais mettre donc les années 2000, sur l'axe des abscisses,
l'année 2004. Donc là, je supprime ce qu'il m'a proposé lui par défaut. Et là, on s'aperçoit, en fait, en gros, qu'on a une courbe linéaire, ce qui signifie tout simplement que les pays donc, ont conservé à peu près la même consommation de sucre. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de rajouter, en fait, en gros, dans les détails, donc les pays, pour s'apercevoir que lorsqu'on met donc la souris sur un point bien spécifique, donc j'ai la consommation de sucre en 2000, en 2004, et ça correspond à quel pays. Après avoir eu un aperçu graphique de la consommation de sucre par pays, on peut se poser la question de connaître la consommation de sucre moyenne donc, par année. Donc pour ça, on a deux méthodes de calcul. Donc dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est de calculer donc, cette consommation de sucre via donc, les lignes de commande. Donc c'est ce qu'on va voir dans un premier temps. Donc pour ça, je clique sur Lab. Et au lieu d'aller donc dans Visual Analysis, je vais aller dans le Code Notebooks. Et donc là, on peut s'apercevoir que DataIQ donc, gère pas mal de langages. Donc on va cliquer sur New. Nous, on va choisir R. Et puis on va faire Create. Donc là, ce qu'on peut voir dans un premier temps, c'est que donc, DataIQ a sa propre librairie, comme on peut s'apercevoir ici. Et la deuxième chose, c'est que d'entrée de jeu, donc, il a donc, créé donc, une valeur df dans laquelle il a tout simplement chargé mon jeu de données qui a été préparé. Donc, pour notre cas, donc, nous, on veut connaître, donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure, donc, la consommation de sucre moyenne par année. Donc, pour ça, donc, je vais lui dire, donc, je vais utiliser la fonction sapply, donc, sur mon df, et je vais mettre tout simplement min. Donc, ce qui est important, c'est de lancer donc, les différentes donc, lignes, c'est-à-dire charger la librairie, donc emmagasiner la valeur, et puis derrière, donc je clique sur Supply. Et puis là, on s'aperçoit en fait donc qu'il m'a donné donc la consommation moyenne donc de sucre par pays. Alors, donc on va retenir une valeur, donc par exemple X 2004 qui correspond à peu près à 82 grammes par pays, par année, pardon. Donc je vais vérifier cette valeur-là, donc je retourne sur mon jeu de données. Je vais donc sur X 2004, et puis là, je clique tout simplement sur Analyse. Et ce que je peux m'apercevoir, c'est que ici, en fait, j'ai la même valeur donc, dans min, qui correspond bien à peu près à 82 grammes donc, par jour et par pays. Après avoir vu comment on analyse et on traite un jeu de données sous différents aspects, il peut être intéressant donc, de fusionner ce jeu de données avec une autre source pour en tirer des conclusions. Dans notre cas, nous souhaitons donc vérifier si la consommation de sucre, en fait, en gros, a plu sur la qualité dentaire donc des enfants, par exemple. Donc pour ça, je vais tout simplement donc charger un autre jeu de données qui s'appellera donc BadTeeth. Donc je vais donc dans ma source de données, donc new dataset, j'upload donc un nouveau file. Ok. Et donc là, mon jeu de données, il s'appelle BadTeeth. Donc je le charge, je le crée, il me donne un aperçu. Alors, je ne vais pas traiter ce jeu de données-là parce que tout simplement, il va être fusionné avec l'autre. Donc je vais sur mon espace Workflow. Donc je m'aperçois qu'il a chargé mon jeu de données et que j'ai en fait donc mon ancien jeu de données qui a été traité et nettoyé. Donc je vais sur Sugar Consumption Prepared et je vais cliquer tout simplement sur le bouton Join With qui va me permettre de fusionner les deux jeux de données. Donc mon jeu de données principal, c'est bien celui de la consommation de sucre. Le second, c'est celui de la qualité dentaire. Je vais laisser le nom par défaut et puis je clique tout simplement sur Create Recipe. Donc là, j'ai un nouveau menu donc, qui apparaît. Donc ce qu'on peut constater, c'est que lui, d'entrée de jeu, donc, il a analysé et il a vu que, donc, que la variable NA du jeu de données BadTeeth correspond à la variable pays donc, du jeu de données de consommation de sucre. Donc je ne vais rien toucher, je laisse comme ça. Et puis je vais aller moi sur le menu donc Select Columns. Donc lui, par défaut, il me propose une sélection de colonnes. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il a retiré donc, la variable X 2004 parce que donc il y a une redondance avec l'autre variable donc, du même nom sur le jeu de consommation de données. Alors moi, cette variable est très intéressante pour moi parce que je voudrais faire une comparaison donc, de la consommation de sucre et de la qualité dentaire.
justement sur l'année 2004. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà décocher les autres variables parce qu'elles ne m'intéressent pas. Et ensuite, je vais cocher celle-ci. Donc, il me met donc un warning en rouge. C'est pas grave. Donc, je vais tout simplement y cliquer sur Edit Alias et je vais renommer donc cette variable-là en X 2004 underscore bad. Et j'appuie sur Entrée. Donc là, on voit que le problème est résolu. Et je vais cliquer tout simplement sur Run. Donc là, il va updater mon schéma. Le job se lance. Et le job est complet. Donc je retourne sur mon workflow. Et je m'aperçois tout simplement qu'il a donc fusionné donc le jeu Bad Teeth avec Sugar Prepared pour me sortir un nouveau jeu de données qui s'appelle Sugar Consumption Prepared Joint. Je clique dessus. Et puis là, donc je vois bien que j'ai ma variable pays, mes anciennes variables de consommation de sucre et ma nouvelle variable qui a été donc fusionnée avec l'ancien jeu de données. Donc bon, j'ai des erreurs ici, donc on va faire comme d'habitude. Donc pour ça, je clique sur Lab, New, je laisse par défaut et je fais Create. Donc je clique sur pays, Filter, je sélectionne ce qui ne va pas et puis je vérifie. Donc on a les mêmes à peu près donc erreurs qu'auparavant. Donc ce que je fais, c'est que je mets tout sous texte et puis je désélectionne le filtre. La variable pays étant nettoyée, je vais m'intéresser maintenant à la variable donc x2004 bad et je m'aperçois en fait qu'il y a une petite zone grisée, ce qui signifie que j'ai des observations avec des valeurs nulles. Donc pour ça, donc je vais tout simplement cliquer sur le menu déroulant à côté du nom de la variable, aller dans More Actions et puis cliquer sur Remove donc Rows with Empty. Alors là, vous ne le voyez pas parce que mon écran est petit, mais c'est bien cette valeur-là sur laquelle il faut cliquer. Donc là, je m'aperçois qu'il m'a rayé en fait donc les observations contenant donc des valeurs nulles qui correspondent à 12 observations dans mon jeu. Donc je vais donc déployer mon script et puis je vais renommer en fait en gros ce dernier fichier en fusion parce que ça commence à faire un nom trop long. Je clique dessus, il fusionne et puis j'appuie sur Run pour qu'il me construise donc mon nouveau jeu de données. Donc voilà, donc le job étant terminé, donc je retourne sur mon workflow, je m'aperçois comme tout à l'heure que il a nettoyé donc cette fusion pour me sortir un nouveau jeu de données qui s'appelle en fait fusion. Donc c'est celui-ci qui nous intéresse, donc je clique dessus et puis on va faire une analyse graphique comme tout à l'heure. Donc pour ça, donc je vais garder donc les histogrammes. Donc dans les abscisses, je vais mettre le nom du pays. Dans les ordonnées, je vais prendre donc la qualité dentaire, x2004 bad. Et puis comme tout à l'heure, je vais faire un tri. Donc cette fois-ci, le tri se fera de manière ascendante. Et je voudrais conserver en fait que les 10 derniers du monde, les 10 premiers pays. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Tout simplement que donc j'ai différents pays et l'objectif de l'analyse, c'est de savoir si la consommation de sucre par pays afflue sur la qualité dentaire chez les jeunes. Donc, à première vue, on se souvient tout à l'heure que donc les pays qui avaient tendance à avoir une consommation de sucre forte, donc ce sont plutôt des pays riches comme les États-Unis, la Suisse, et plutôt donc des pays du continent américain. Les enfants qui ont une meilleure qualité dentaire sont plutôt donc des pays du continent africain. Donc on sait que les pays africains ne sont pas trop gros consommateurs de sucre. Donc à première vue, on pourrait se dire que oui, effectivement, donc les pays riches qui ont une grosse consommation de sucre, donc ont une qualité dentaire plus faible, même s'ils ont les moyens justement de traiter donc les caries, ainsi de suite. Donc bien sûr, si on voudrait faire une analyse un peu plus complète, il faudrait donc rajouter d'autres facteurs et d'autres paramètres pour en tirer une conclusion plus réelle. Après avoir vu comment on pouvait traiter un jeu de données qui n'était pas forcément exploitable au départ et comment l'analyser, nous allons à présent travailler donc sur une partie un peu plus statistique. Pour cela, nous allons analyser un jeu de données qui consiste à prédire donc si des femmes enceintes risquent d'être diabétiques ou pas. Donc pour cela, je crée
un nouveau projet que j'appelle diabète. J'importe donc mon jeu de données qui s'intitule diabète 2015. Et je vais importer un autre jeu de données qui s'intitule donc diabète 2016 pardon, qui me sera utile plus tard. Donc je retourne sur mon premier dataset et l'objectif, comme vous l'avez compris, c'est de prédire donc cette variable-là qui est outcome en fonction donc des variables précédentes. Donc pour ça, je clique sur Lab, une nouvelle analyse et Create. Donc je vais modifier la valeur de cette variable-là en booléen et je clique sur Modèle pour créer mon premier modèle. Donc DSS me propose par défaut deux types de modèles, soit la prédiction, soit le clustering. Donc dans notre cas, ça sera donc une analyse donc, pour de la prédiction. Donc je dois indiquer quelle est la variable cible, donc qui est outcome, et je clique sur Create. Donc avant de lancer l'analyse proprement dite, on va s'intéresser au menu donc, des options. Donc pour ça, donc dans Train Validation, je vais réduire en fait donc le taux d'apprentissage à 70% pour avoir donc justement un taux d'apprentissage de 70% et un taux donc de test, un échantillon de test pardon de 30%. Ensuite, sous algorithme, je m'aperçois que DSS me propose donc deux modèles par défaut pour la prédiction. Donc il me propose le modèle Random Forest et le modèle donc de la régression logistique. Dans notre analyse, donc nous allons désactiver donc le Random Forest. Nous conserverons donc la régression logistique et nous allons activer l'arbre de décision. On va tout simplement modifier la profondeur de l'arbre à 3 et enregistrer notre modèle. Ensuite, donc j'exécute donc l'analyse. On voit bien qu'il va donc générer deux modèles et j'appuie sur Train. Donc les deux modèles ayant apparu, donc pour nous, il est primordial de savoir en fait en gros quel est le meilleur des modèles. Donc pour ça, on va se baser sur le critère AUC. Donc on s'aperçoit que la valeur ici est de 0,778 pour l'arbre de décision et de 0,831 pour la régression logistique. Donc plus cette valeur se rapproche de 1, meilleur est le modèle. Donc pour ça, on va choisir donc la régression logistique qu'on va analyser un peu plus en profondeur. Donc la première chose qu'on va voir, ce sont donc les variables qui affluent sur mon résultat final, donc pour savoir si les individus seront tout simplement donc diabétiques ou pas. Donc pour ça, on voit que DSS les a classés par ordre, en fait en gros d'influence sur la variable de prédiction, donc en fonction donc du coefficient. Donc si je clique sur Display Advanced Stats, je m'aperçois que la valeur donc p-value est apparue et que dans notre exemple, donc cette valeur est inférieure à 5%, ce qui signifie tout simplement que nos variables donc sont significatives. Ensuite, donc si j'analyse donc la matrice des confusions, je m'aperçois que par défaut donc le seuil est de 0,3, ce qui signifie que toute valeur donc qui sera inférieure à 0,3 donc sera considérée comme non diabétique, alors que tout individu qui a une valeur supérieure à 0,3 sera considéré comme diabétique. Donc, dans le milieu médical, ce qui prévaut, donc c'est plutôt donc la sensibilité par rapport à la précision. Vaut mieux prédire une personne non diabétique en diabétique que l'inverse. Donc pour ça, je vais jouer sur le curseur en le rapprochant de 0 pour m'apercevoir que donc, la sensibilité augmente au détriment forcément des autres critères. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre donc, la valeur par défaut. Ensuite, donc, je vais analyser donc, ma courbe ROC. Donc ce qu'on peut voir, c'est que plus cette courbe s'éloigne donc de la diagonale, meilleur est notre modèle. Donc, rappelez-vous, auparavant, on avait déterminé donc que notre modèle était bon
par rapport à la valeur donc AUC. Donc ici, dans le reading tips, le logiciel nous dit tout simplement, donc nous rappelle donc cette valeur-là, et puis nous dit donc que notre modèle en fin de compte est plutôt pas mal. Donc maintenant qu'on sait que notre modèle est plutôt bon, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc visualiser donc les prédictions donc individu par individu. Hein. Donc pour ça, je vais cliquer sur Predicted Data. Et donc là, je vois que DSS a généré, entre autres, une nouvelle colonne qu'il a appelée prédiction. Donc, si j'analyse un peu cette colonne-là, on peut dire que DSS dit que le premier donc, individu donc, risque d'être diabétique, alors que le second et le troisième ne le seront pas. Donc maintenant, ce qui peut être intéressant de faire, bah, tout simplement, c'est de déployer ce modèle-là pour pouvoir donc l'utiliser sur d'autres jeux de données. Donc pour ça, donc vous avez vu, j'ai appuyé sur le bouton donc Deploy et on s'aperçoit donc dans notre workflow que un nouveau donc modèle de prédiction a été enregistré. Donc je vais cliquer dessus, je clique sur Apply et là je vais appliquer ce modèle-là tout simplement à mon jeu de données diabète 2016. Donc je clique sur Create Receipt, je laisse donc la valeur seuil à 0,300 comme était au départ et je clique sur Run. Voilà, donc le job étant fini, donc je retourne sur mon dataset, je vois qu'il y a un nouveau jeu qui est apparu qui s'appelle Diabète 2016 Scored. Donc je clique dessus et là, en fonction donc des individus qui étaient présents dans ce jeu de données, en fonction du modèle qu'on a pu réaliser auparavant, on peut directement voir si certains individus donc seront diabétiques ou pas. Donc en fonction de cette colonne-là. Après avoir vu comment on pouvait donc faire une étude prédictive sur DSS, on va maintenant se focaliser sur la partie clustering. Donc pour ça, on va créer un nouveau projet qu'on va appeler donc Hôtel. Alors pourquoi Hôtel? Tout simplement parce que on va importer un jeu de données qui a mené une étude sur la qualité des hôtels dans différents pays. Donc je charge mon jeu de données. Voilà. Donc voilà, donc cette étude, comme vous pouvez vous en apercevoir, donc concerne certains hôtels hein, qui sont ici en fonction de leur pays, en fonction des nombres d'étoiles qui leur est attribué, en fonction du confort qu'on peut y avoir, donc le nombre de chambres, donc la qualité de la cuisine, donc les activités sportives, et la qualité de ces activités sportives, donc la qualité de la plage et puis le prix. Donc comme pour toute étude, donc on va appuyer donc sur Lab, New, et je fais une nouvelle analyse. Donc directement, je vais aller donc dans la partie modèle, je vais créer mon modèle et je vais choisir cette fois-ci donc la partie clustering. Je le crée. Donc avant de lancer donc mon modèle de clustering, je vais aller donc dans les options. Alors, la première chose à faire, c'est que nous avons donc des variables actives, des variables illustratives. Dans notre cas, nous considérons que les étoiles et les pays sont des variables donc illustratives. Donc pour ça, je les sélectionne et je clique sur Display Only. Ensuite, dans la partie algorithme, je vais déterminer dans la méthode des k-means le nombre de clusters. Dans notre cas, on partira sur 3 clusters. Et je clique sur Train. Donc DSS me génère mon modèle. Donc là, je vois bien que j'ai 3 clusters et qu'il a défini donc un cluster 0, 1 et 2 avec certains critères. Donc je clique sur k-means. Donc ce qui est important dans cette analyse, c'est qu'on peut voir que DSS donc, me donne le nombre d'individus par cluster et surtout donc, dans la partie description, nous avons donc certains éléments qui peuvent être très intéressants. Si je clique par exemple sur le cluster 0, je peux m'apercevoir que dans ce cluster-là, tout simplement que la cuisine est de qualité inférieure donc par rapport à la moyenne globale, puisque donc en moyenne
donc la note attribuée à la cuisine dans ce cluster est de 3,60 contre une note moyenne donc de 6,67. Si je clique sur le cluster 2 par exemple, je peux voir que dans ce cluster, ce qui est important, c'est que le confort y est supérieur. On a une note donc de 7 contre une moyenne de 5,18 en général, et que pareil, donc dans ce cluster-là, les hôtels sont plutôt étoilés, avec donc en moyenne donc 4,40 étoiles contre 2,87 en général. Forcément, s'il y a du confort et que les étoiles sont étoilées, bah forcément aussi donc le prix, on peut savoir qu'il est supérieur. Ensuite, ce qui va être important de voir donc dans cette étude, c'est que donc DSS nous indique clairement en fait en gros quelles sont les variables qui ont afflué donc sur le choix des individus dans le cluster. Donc on peut voir que le prix y est pour beaucoup, le sport en deuxième, le confort et ainsi de suite. Si on veut s'intéresser un peu plus en détail concernant donc les clusters en eux-mêmes, donc DSS à travers ce numerical heatmap est capable de nous donner en fait donc les variables qui ont afflué au sein même du cluster. Si je prends par exemple le cluster 2, je m'aperçois ici que le confort, donc que la cuisine, les étoiles et le prix, ils sont pour beaucoup. Donc rappelez-vous au départ quand on s'était intéressé donc à la partie résumée du cluster 2, donc on s'apercevait effectivement que le confort donc et les étoiles et le prix donc était un critère primordial de ce cluster là. Ensuite, à l'aide donc du menu cluster profile, on va pouvoir se faire une idée un peu plus précise de ce que contient en fait chaque cluster ou chaque classe. Donc pour ça, par exemple, si je clique sur ce menu déroulant et que je choisis pays, je m'aperçois donc que dans le cluster 0, donc il y a plus donc d'hôtels du pays du Maroc et de la Grèce, que dans le cluster 2 par exemple, plus de pays donc du Maroc et du Portugal. Voilà, si je choisis un autre critère, donc comme par exemple les étoiles, donc là on va s'apercevoir donc que nous aurons donc dans le cluster 2 plutôt donc des hôtels étoilés, hein, avec, vous voyez, donc des étoiles au-delà de 4 étoiles par hôtel. Si je vais dans le cluster 0, on voit qu'il y a des hôtels donc 4 étoiles, mais aussi donc des hôtels 1 étoile. Donc ça peut être un critère déterminant aussi dans le choix donc, de l'hôtel qu'on veut faire. Enfin, on peut s'intéresser donc aussi à la distribution donc du confort pour s'apercevoir que les hôtels les plus confortables sont finalement donc dans le cluster 2 puisqu'on a une note à peu près donc du moins supérieure à 8 pour ce cluster là, alors que dans les autres clusters on s'aperçoit qu'il n'y a aucune note supérieure à 8. Ce qui peut être intéressant de connaître maintenant, c'est l'appartenance donc de mes hôtels en fonction des clusters. Donc pour cela, je vais déployer mon modèle. Donc je vais choisir donc Create a Receipt to Perform Clustering et j'appuie sur Create. Donc je choisis mon jeu de données et je confirme donc la création donc, du modèle. Donc on s'aperçoit donc du jeu de données de départ, donc la partie clustering qui a été réalisée, et donc en sortie, j'ai ce nouveau jeu. Donc pour ça, je vais le sélectionner et puis je vais cliquer tout simplement sur le bouton Build. Donc là, il me demande est-ce qu'on veut le faire de manière récursive ou non. Je laisse non, je clique sur Build Dataset, mon job se lance. Voilà, une fois que c'est fini, je retourne donc dans mon jeu de données. J'ai un nouveau jeu qui s'appelle donc le nom de mon fichier avec clusterhead derrière. Je clique dessus et là je m'aperçois tout simplement que j'ai en fait une nouvelle colonne qui est apparue qui s'appelle Cluster Labs. Donc si je veux savoir en fait en gros si donc l'hôtel Apollon
Grèce appartient plutôt au cluster 0 ou au cluster 2, donc qui est plutôt donc, avec un fort prix, tout ça. Donc on s'aperçoit tout simplement que cet hôtel appartient au cluster 0. Notre étude étant terminée, j'espère que ce tuto vous a apporté plus de précision quant aux fonctionnalités qui sont présentes dans DSS. Et je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.